Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit Rugby. Aujourd'hui, on est au surlendemain de la finale entre le Stade Toulousain et le MHR qui a vu le Stade Toulousain auréolé d'un 4e titre de suite de champion de France. Et on est là pendant une bonne heure avec vous pour revenir sur ce match, comprendre un petit peu les faits, ce qui s'est passé et arriver à déceler un petit peu les clés stratégiques qui ont été celles de ce match et qui ont amené à une victoire de Toulouse. Mais ce match a été passionnant, il y en a des choses à dire et pour ça les gars j'ai déjà envie de relever un petit peu vos premières impressions. Qui c'est qui veut prendre la main? T'es chaud? Ouh là, Caboret est chaud. La première impression c'est que déjà c'était franchement une très belle finale avec un scénario qui a été un peu au bout du suspense. On n'y croyait pas forcément au début du match par rapport au film, mais et puis surtout au vu du score à la mi-temps on s'est dit le match est plié, Montpellier a plus d'espoir et au final Montpellier arrive à bien revenir en deuxième mi-temps, donc un scénario très agréable à suivre jusqu'au bout. Ouais, pour compléter, je pense que Montpellier a beaucoup tenté, mais très bien contré par Toulouse, notamment sur ses points forts, que ce soit les mauls et les mêlées, où ils n'ont pas réussi à prendre l'avantage dans ces secteurs-là. Et puis voilà, après c'est bien, on demande des premières impressions, tu nous fais déjà un résumé du match, on peut arrêter l'émission ici. Non, mais en tout cas, c'est vrai que cette finale, en tout cas, on a aimé la suivre. Disons que devant nos télés samedi soir, et ça fait plusieurs éditions que les finales du top 14 nous réservent des bons matchs, là où parfois on est un petit peu déçu des demi-finales où les équipes ont peur un petit peu des fois de se surlivrer. En finale on sent bien que c'est des équipes qui sont le tout pour le tout, elles savent très bien que leur saison elle se joue ici et souvent on assiste à des gros matchs et là ça en était le cas. Et qui dit gros match dit que justement dans cette finale, le score final 28-20 pour le Stade Toulousain, avec un score à la mi-temps qui était de 25-6 pour le Stade Toulousain. Ce match, il a été... il y a eu beaucoup de faits marquants, beaucoup de moments de bascule qui créent des momentum d'un côté ou de l'autre. Vraiment, c'était assez intéressant. Et si je vous pose la question et que vous devez relever un fait marquant de cette rencontre, une action vraiment qui vous reste en tête, vous partiriez sur quoi, mon Max? Toi. Moi je vais encore casser la règle, je vais pas partir sur une action mais plutôt sur plusieurs. Non mais moi je trouve que je pense que Montpellier avait l'occasion de faire un comeback quand même dans la seconde période, notamment à la reprise. Après ils arrivent à marquer, après le petit jeu au pied par-dessus de Miotti qui traverse, Ngandebe qui ramasse et c'est Cadeau je crois qui marque à la fin. Non, c'est Picardo. C'est Picardo. Et derrière, donc ça c'est déjà un bon point, mais derrière en plus ils arrivent sur le coup de renvoi de Toulouse à retourner dans les 5 mètres avec l'action où Lebel il se prend carton jaune et derrière encore une fois ils n'arrivent pas à marquer, mais je pense que s'ils marquaient là c'était un tout autre match sur la fin quoi. Ouais s'ils marquent, je crois que ce carton jaune de Lebel c'est vers la 43e minute. Juste à la reprise de la mi-temps, S'ils marquent là, ils reviendraient déjà à un 28-20 très tôt dans la rencontre. 25-20, et du coup le scénario est tout autre. Et toi Caboret, c'est quoi que tu as envie de relever? Moi c'est juste avant la mi-temps où Montpellier a une pénale touche à 5 mètres de Toulouse et au final ils arrivent pas à marquer parce que Flamand plaque, tombe dans le camp de Montpellier, gêne le soutien et du coup c'est des actions qu'on voit de plus en plus. C'est ces assistants plaqueurs qui vont connecter un peu les soutiens offensifs aux porteurs. Mais là, c'était assez grossier quand même. Ouais, là, il est vraiment dans le camp de Montpellier. Il empêche les soutiens de venir. Alexandre Bégonnier. Il empêche Alexandre Bégonnier. Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, ballon gratté, ballon perdu, fin de la première mi-temps. Et là où Montpellier, au final, 25-6, peut passer à potentiellement 25-13 et être dans le match. Tu bascules à 25-6 à la mi-temps et tu te dis juste avant la mi-temps ça fait mal. Le match est plié, enfin moi je me suis dit à ce moment-là il marque pas, c'est mort pour eux. À la mi-temps on avait quand même un sentiment de se dire qu'ils avaient peut-être raté le coche. Que juste avant la mi-temps, le fait de ne pas prendre ses points, on se demandait un petit peu avec quelles ressources mentales ils allaient arriver en deuxième, même si 40 minutes c'est long. Il y a des équipes qui sont capables de mettre des 20-0 à d'autres en une mi-temps. Montpellier en fait partie, mais contre le Stade Toulousain,
c'est autre chose. Mais par contre, ça relate un petit peu de la tendance qu'on dessinait un petit peu dans nos dernières émissions et notamment dans nos pronos, c'est que là où Toulouse était vu par beaucoup comme étant très dominant, on savait qu'ils étaient prenables sur quelques points et Montpellier a dû les déceler. Moi, vas-y. Et d'autant plus cette faute qui est quand même grossière peut valoir pour moi un carton jaune. Et du coup, après la suite du match qu'on connaît, ça peut faire une reprise de mi-temps à 13 contre 15 avec le carton de Lebel. Bon, après, le scénario du match se serait dessiné autrement, mais c'est sûr. Disons qu'ils auraient pu être à 14 juste avant la mi-temps, et que si Flamand sort, c'est un autre match qui se dessine aussi. Hein. Moi, en fait marquant, en fait, c'est un peu dans la même tranche, vraiment entre ce 35 et on va dire ce 52-53e minute du match. Il y a eu beaucoup de choses où Montpellier a raté des occasions, même s'ils sont revenus dans ce match. Et moi, c'est sur un ballon de turnover initié par un grattage de Erdosio, grattage qui était, on va dire, peut-être un petit peu litigieux, mais l'arbitre avait vraiment une volonté de récompenser les actions défensives. C'est assez rare pour être noté parce que maintenant, aujourd'hui, dans le rugby, on voit de moins en moins de grattages qui sont récompensés. Enfin, c'est de plus en plus dur d'aller gratter des ballons. Là, M. Ramos et le corps arbitral, il récompensait les actions défensives. Du coup, là, Erdosio pas sanctionné. Turnover, ballon qui a atterri dans les mains du guide. Et là, en bon deuxième ligne, mon bon cochon, c'est la tête dans le guidon, et puis il retourne au contact, et il se refait gratter le ballon par Jack Willis directement, alors que là, si le ballon de turnover... c'est un penalty. Là, si le... Sans gardien, je pense. Après, il est un peu pris... Il y a un Toulousain qui vient fermer sur lui, alors le Toulousain qui vient fermer sur lui, je le vois plus, mais... C'est Roumat, il me semble. C'est Roumat. Le Toulousain qui vient fermer sur lui, il le fait bien, mais on voit qu'il a en aucun cas l'intention de faire vivre le ballon, et ça c'est un petit peu dommage parce que peut-être qu'il aurait pu trouver une situation d'offload ou quelque chose. Là vraiment il va s'enfermer dans la défense toulousaine, et ça fait partie de cette période où Montpellier vraiment surdominait et a manqué un petit peu de réalisme. Mais là on parle beaucoup un petit peu des faits de jeu qui du coup désavantage un peu Montpellier et qui était là pendant les initiatives des Montpelliérains, mais à la fin le vainqueur c'est Toulouse, et Toulouse il faut aussi qu'on relate la performance. C'est un 4e bouclier de Brennus en 4 saisons. Là ils font peut-être pas leur meilleur perf justement de la saison, mais ils gagnent quand même. Et selon vous un petit peu qu'est-ce qui a fait que... Je te reprends sur la plus belle perf, mais je pense que Toulouse, on les juge beaucoup sur l'offensif. Et là, je pense que défensivement, ils ont fait une vraie perf, en tout cas. Alors après, peut-être offensivement, c'est pas leur meilleur match, mais défensivement, on en reviendra plus tard, je crois, on en reparlera un peu. Mais là, ils ont fait un match costaud. Ils ont jamais réellement été inquiétés par cette équipe de Montpellier. Moi, je trouve qu'ils ont fait quand même une belle perf. Hein. Ouais, ils ont rien vraiment fait de mal. Ils n'ont pas fait de grosses erreurs. Si on regarde la globalité du match, alors oui... Ils auraient pu être meilleurs sur certains points, mais globalement, ils font un très bon match. Hein. Que ce soit offensivement, ou au final, ils sont très réalistes. Le peu de ballons qu'ils ont, ils n'ont pas beaucoup de ballons parce que Montpellier est très fort. Montpellier ont fait le choix de tenir le ballon dans ce match. Dans ces zones mortes, un petit peu dans l'axe du terrain, ils ont très peu utilisé le jeu au pied haut, notamment par le fait, mais on reviendra tout à l'heure, qu'ils avaient un 9 qui n'était pas forcément très inspiré ce jour-là. Ils ont choisi de tenir le ballon et ça a contraint un peu Toulouse. C'était une stratégie qui était viable contre le Stade Toulousain, c'était de leur priver de la possession. Mais Toulouse, dans son abattage défensif, a montré qu'il savait aussi gagner comme ça, quoi. Pour moi, là, si on regarde Toulouse, ils n'auraient pas pu faire un match bien meilleur, là où Montpellier aurait pu bien jouer. Oui, avec ce qu'ils avaient, je vois ce que tu dis. Ouais, avec ce qu'ils ont eu comme munitions, etc. Oui, c'est sûr. T'es d'accord, Max ? Je suis complètement d'accord. Mais tu vois aussi comment Toulouse... Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux, vraiment, Toulouse ? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire de mieux pour justement avoir un peu plus le contrôle de la possession et de l'occupation, parce que si on regarde les stats qui sont sortis, ils sont quand même très dominés dans les deux secteurs, que ce soit l'occupation et la possession. Ils ont passé un long temps à défendre, quoi, tout simplement. Tu vois, Toulouse, ils ont choisi de laisser les ballons dans les terrains, je pense, pour pas avoir à contrer les mauls de Montpellier notamment. Et du coup, comme on dit, ils leur ont rendu des ballons, alors que pour moi, ils ont été performants en touche. Ils ont piqué 2-3 ballons. Montpellier, je crois, il y a un lancer lobé aussi en fin de match. Enfin,
peut-être qu'ils auraient pu adapter cette stratégie à la 20e, quand ils ont vu qu'en touche finalement Montpellier, ce jour-là. Ils auraient pu changer de fusil d'épaule. Ouais. Voilà, je sors D'ailleurs, c'était étonnant que la conquête de Montpellier dont on faisait les louanges, là, elle a été défaillante dans un des deux secteurs qui était vraiment prédominante pour elle, ce qui a conduit aussi à des choix stratégiques en zone de marque qui ne leur ressemblaient pas forcément. Ouais. Mais Toulouse, qui n'ont pas marché d'ailleurs. Qui n'ont pas marché. Mais Toulouse, au final, gagne ce match par sa défense, notamment sa grosse circulation défensive, parce que ça a été dur pour Montpellier de trouver un petit peu les décalages, malgré le nombre de ballons conséquents qu'ils ont eu à jouer dans le camp de Toulouse, mais aussi le gros point fort de Toulouse sur ce match, on est obligé de le dire, c'est le jeu au sol. Le jeu au sol, dans les rucks, le bordel qu'ils ont foutu dans les rucks, c'est vrai. S'ils gagnent le match là-dessus, parce que ils ont enrayé complètement la machine Montpellier. L'assistant plaqueur, il faisait tout le temps un travail après. Ouais, un double travail, le double job, le fait de toujours un peu à la limite parfois, mais au final. On a dit des Irlandaises sur les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes du match, c'était quand même assez saisissant parce que en termes d'intensité, Montpellier des fois avait des concessions, mais c'était que des ballons difficiles à négocier derrière la ruck parce que y a Meafou notamment en début de match qui était dans la suractivité, qui mettait les mains partout, qui poussait tout le monde. Ils n'avaient pas un ruck propre. Mais même les plaqueurs qui sortaient un peu par le camp montpelliérain, qui gênaient un peu les soutiens, ça toujours un peu à la limite, mais au final ça bien fait. Bien fait. En fait, c'est bien fait parce que ça n'a pas été réellement sanctionné. Des fois, il y avait des décisions qui étaient 50-50, même peut-être 70-30 pour une faute, mais qui n'ont pas été sifflées. Donc ça veut dire que Toulouse a bien identifié peut-être comment M. Ramos arbitrait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour enrayer en gros ce jeu de Montpellier qui était un jeu vraiment qui, par l'impulsion de ses avants, qui répétait des temps et où c'est dur de gagner les collisions contre Montpellier. Donc il sentait bien que peut-être dans la collision 1v1 défensive, c'est peut-être pas là où ils allaient gagner. Par contre, s'ils contrariaient le ruck avant, là, ils allaient peut-être enrayer un truc qui marchait bien depuis des semaines, quoi. Ouais, mais ils en ont gagné des collisions quand même. Moi, je vois je revois 2-3 images, notamment Merkler. Ah oui, non, mais... dans l'engagement des deux côtés, c'était impressionnant. L'engagement, c'était vraiment à qui... celui qui voulait absolument pas perdre la collision, quoi. Facilement, c'était le... Je pense des deux côtés, à mon avis, c'était la clé du match. Si on veut gagner ce match, il faut surtout pas perdre les collisions en défense. Oui. Les porteurs, on va dire les porteurs préférentiels et les défenseurs préférentiels de chaque côté, ils sont pas passés à côté du rendez-vous. Quand on parle de Meafou, ça a été une grosse activité. Même les gros porteurs côté montpelliérain, que ce soit Vunipola. Et même sur des lancements, Vunipola, il a souvent été utilisé en premier attaquant après touche. Et je vois une action où Marchand avec Willis, il le renvoie chez lui. Movaca, je crois, au début du match. Souvent, ça paquait beaucoup à deux pour vraiment pas subir. Donc Toulouse, dans son abattage défensif et dans son jeu au sol, a été ultra performant et forcément eux, au contrario de Montpellier qui perd cette finale, eux par contre sur les 25 premières minutes c'est de l'ultra réalisme, c'est j'ai un demi-ballon, je le transforme en occasion d'essai. Ouais, du Toulouse tout craché, c'est sur des miettes, ils sont capables de traverser le terrain et les marquer. Ce qui s'est passé 2 fois où Montpellier a une petite une erreur d'intention, je dirais, au petit relâchement, soit sur la touche de Movaca au final qui fait essai, et sur la remise intérieure sur Lebel qui après amène une mêlée. C'est Awas qui se trouve un petit peu sur la répart défensive. Juste, il laisse un micro-espace. Pourtant celle-là, tu vois, elle arrive, cette remise inté, elle est vraiment très bien jouée, mais elle est pas forcément très bien masquée. Tu vois, après, c'est toujours facile de dire ça depuis le canapé, mais... Il marque quand même sur 2 lancements. L'essai de... Enfin, pas l'essai de Lebel, celui qui amène le deuxième essai de Movaca, là où Lebel traverse. C'est un lancement préétabli. Alors la touche, peut-être un peu moins établie, mais une lecture, quoi. Mais il marque vraiment sur 2 lancements, je pense. Ils ont dû identifier. Ils ont dû identifier que de revenir dans la zone éventuellement entre Mohamed Awas et je crois que c'est du guide. Peut-être qu'on va chercher une zone un petit peu moins mobile. Lancer un ailier dans ces zones-là, c'est pas plus mal. Mais du coup, ils ont été bien scoutés. Au début du match, ils respectent le plan à fond. Même l'essai de Movaca, début du match, c'est un départ de touche à 4, mais ils choisissent de mettre... Dupont relayeur, alors que potentiellement sur une touche à 4 tu vas chercher un ballon dévié, mais là ils mettent Dupont au départ de la touche parce que peut-être qu'ils ont identifié qu'ils défendaient mal cette situation.
Non, mais Toulouse, dans son approche, on va dire, stratégique du match, en tout cas au début de match, ne fait pas d'erreur. Et c'est pour ça qu'ils prennent le score hyper vite, quoi. Donc voilà un petit peu de tout ce que Toulouse a fait de bien. Mais il faut qu'on revienne aussi sur peut-être, on va pas dire l'équipe qui nous a donné envie de regarder cette finale jusqu'au bout, mais le Montpellier, c'était un beau finaliste. Ils ont tout envoyé, mais ils perdent. Oui, parce que c'est eux qu'on produit. Et pourquoi, en gros, Montpellier perd ce match ? Ça, c'est. Je pense que, assez facilement, je dirais que c'est le manque de réalisme quand même l'élément prépondérant, parce que le nombre de fois qu'ils rentrent dans les 22, même dans les 5, les munitions qu'ils ratent, que ce soit en touche, que ce soit à la main, les jeux à la main, les pénalités jouées à la main à 5 mètres, ils avaient vraiment. Mais ça, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Montpellier, son manque de réalisme venait que Toulouse, de par sa défense, le fait qu'il compte très bien en touche, son activité dans le jeu au sol, a peut-être amené Montpellier à jouer un jeu en zone de marque qui n'était pas le leur. Ouais, même sur les mauls. En fait, Montpellier, dans l'année, on les a vus pas beaucoup jouer des pénalités, des animations sur pénalité à la main. C'est peut-être pas là où ils avaient beaucoup de confort, parce que eux, leur rampe de lancement, c'était vraiment cette touche en zone de marque, tout ça. Et en début du match, ils ont des problèmes avec ça. Ils ont aussi Wélezé, qui subit un protocole commotion à la 11e. Peut-être qu'il a joué ce match un peu diminué, alors que c'était... Sur Vincent aussi, qui sort assez tôt au final. Ça a pas d'impact sur la touche, mais oui, tout à fait. Mais c'est des faits de match, c'est des faits de match, C'est des faits de match, et tu vois, en fait, cette touche montpelliéraine, elle est en rien en début du match. Du coup, après, quand ils ont des ballons importants en zone de marque, tu sens qu'ils hésitent à faire des choix. Est-ce qu'on va en touche ? Non, en fait, est-ce qu'on prend la mêlée ? Pas serein, pas sur deux. Et du coup, ils prennent pas les touches, parce que Flo Verhaeghe, même s'il fait un énorme match dans son activité, c'est aussi un plus de Montpellier, il sort peut-être pas sa meilleure performance, lui et son alignement, parce que, attention, on va pas isoler un joueur dans une séquence collective, mais du coup, ce manque de réussite en touche les a amenés à jouer des pénalités à la main en zone de marque, et ça... ça c'était plutôt raté, quoi. Puis et en fait ils se sont fait gratter tous leurs ballons à 5 mètres quasiment. Oui, aussi, Mais tu sentais que Toulouse savait comment défendre ses pénalités jouées vite à la main, là où Montpellier manquait de repères. Cette pénalité vite jouée à la main, je crois que c'est retour de deuxième mi-temps, là, c'est après le carton jaune de Lebel, où Aouas réclame un plaquage haut sur lui. Tu sens que les gars ils sont pas connectés, Aouas il tombe vraiment dans le camp de Toulouse, un peu loin. Premier temps, ballon gratté. Premier temps, ça c'est dingue. Ça c'est dingue, tu vois, c'est pas sur le deuxième, troisième temps. Parce que quand même pour se faire gratter un ballon à 5 mètres de la ligne, normalement ça arrive pas trop. Mais surtout sur le premier temps, après un départ de... Sur le premier temps, mais... Alors même si Toulouse, ils ont bien géré le fait de déconnecter les soutiens, notamment comme l'action de Flamand qui aurait dû être sanctionnée juste avant la mi-temps, en allant un petit peu chercher les soutiens off, c'est pas normal ça. À ce niveau-là, c'est pas normal. Enfin, les soutiens, comment dire, l'augmentation des qualités de soutien offensif, c'est aussi ce qui fait que c'est de plus en plus dur de gratter au niveau rugby de nos jours. Et là, Montpellier, ils sont passés au travers d'un truc qui est un peu le basique, quoi. Mais tu vois aussi même sur la pénalité jouée à la main où Léo Colli fait en avant. L'animation derrière, c'est pas... Moi j'ai pas compris, c'est pareil, magie, c'est pareil, tu génères pas d'avancée sur ton premier temps, et il joue un retour sur... Pas de surnombre, Non, pas du tout. Pas de surnombre. Sur un disque qui est pas forcément connu pour être un disque qui peut... Taquer la ligne, Ouais, bon, même si il nous fait mentir 2 minutes plus tard, mais c'est pas forcément ses qualités de générer de l'avancée à 5 mètres de la ligne, et tu lui donnes un ballon en reculant face à une défense qui est prête. Voilà, le manque de réalisme de Montpellier, c'est clairement le gros point noir de ce match, et ce pourquoi Montpellier peut un petit peu avoir des regrets. On avait aussi envie, pour bien définir, bien faire le tour de ce match, d'aller voir les tops et les flops, peut-être de parler d'un peu plus de joueurs de manière isolée, pour vraiment faire une vue d'ensemble un petit peu de toute cette partie, et de comprendre un petit peu aussi tout ce qui s'est passé. On passe à la suite, au top et au flop de ce match. Allez. Les tops et les flops de ce match, ils sont nombreux, parce que match à rebondissement dit du coup beaucoup de faits marquants, du coup beaucoup de tops, beaucoup de flops. Je vous lance
sur vos tops, comme ça, là, brut. Vas-y, Max. Moi en top. Il était pas prêt. Non, j'étais pas prêt, j'étais dans mes notes. Mais en top, je vais parler de la circulation def de Toulouse. On l'a déjà un peu abordé, ouais. Mais donc je trouve qu'elle a été, elle a été excellente et surtout elle a permis d'avoir des collisions en supériorité numérique parce qu'ils ont fait énormément de collisions à 2, à 3. Et ce qui a permis de pas trop subir contre les gros porteurs, que ce soit. Enfin, Vunipola, il a dominé quand même ses collisions quelques fois, mais je pense à Duguid qui a pas trop réussi à générer de l'avancée. Ouais. Mais c'est vraiment cette circulation def qui a permis d'avoir des mecs debout et des mecs au duel, quoi. Bien sûr. Et même encore pour aller plus loin, des mecs qui vont gratter les ballons. Ah ouais, ça, c'est clair qu'ils étaient très souvent deux au contact et ça a très souvent fait des impacts positifs défensivement. Et c'était un gros point fort de Toulouse, ouais. Et d'ailleurs, Montpellier qui a jamais vraiment réussi à breaker Toulouse collectivement, quoi. Non. Il y a eu le break de Miotti sur le jeu au pied par-dessus. Mais c'est des breaks individuels, quoi. Donc. Oui, non, mais ils ont eu du mal à trouver des décalages, ouais. Du coup, ce circule def, peut-être que tu as envie de nous parler d'un joueur dans tes tops, mon Cao, qui. Ouais, un peu en lien avec ça. Hein. Du coup, moi, le gros top, c'est Willis qui fait gagner Toulouse. Hein. Clairement, pour moi, c'est le joueur qui a fait gagner Toulouse. Il gratte 4 ballons, mais même sans forcément gratter. C'est le nombre de ballons ralentis, le nombre de fois. Dans tous les rucks, la menace. Ouais. Il a ralenti. Même quand il était pénalisé, au final, ça a été des pénalités positif presque parce que ça a empêché des actions d'essai et Montpellier de construire après donc, c'est vrai. Ouais. Et moi j'ai en tête une action où il met les mains dans un ruck dans le couloir des 5 d'un côté et 3 temps de jeu ça finit dans le couloir des 5 de l'autre et il remet les mains. Alors il gagne pas les ballons mais je pense le terrain couvert et l'intensité courue qu'il met, je pense qu'elle doit être vraiment... Mais tu sens aussi que, tu vois, lui, Toulouse a bien décelé comment utiliser son joueur dans son système défensif. Parce que je trouve que de moins en moins, il est sur l'abattage défensif, le fait de plaquer. Il plaque vraiment. Peu. Il plaque peu, tu vois. En fait, il est toujours le deuxième un peu plaqueur. Et en fait, il accepte le contact, il laisse tomber devant ses pieds et là, il met les mains. Mais tu vois, au début avec Toulouse, il était aussi... Enfin, on relatait beaucoup le fait qu'il avait beaucoup d'activités défensives à plaquer. Tu vois, vraiment au début de son histoire avec Toulouse. Et petit à petit, ils ont senti que c'était peut-être pas comme ça qu'ils devaient l'utiliser et le mettre plus dans des zones qu'il préfère, quoi. Ouais, et je reviens sur cette action-là, on le voit même passer limiter 2, passer dos des mecs. Juste pour gratter, quoi. Ouais, juste pour gratter. Tu sens que c'est un peu l'électron libre du système défensif toulousain, c'est un peu... fais ce que tu veux, Jack, mais surtout... gratte des ballons. Gratte des ballons. S'il te plaît. Gratte des ballons. Moi, je vais prendre un peu le contre-pied sur mon premier top. Je pense que le truc qu'il faut souligner, c'est le caractère du MHR. Parce qu'en fait, à la mi-temps, quand on regarde le match, on a un sentiment un petit peu abattu à se dire quand ils vont pas chercher cet essai juste avant la mi-temps, on se dit fait chier. Tu vois, on se dit merde. Désolé pour la vulgarité, mais merde, on va voir un match. Sens unique. Enfin voilà, on va pas voir la finale que réellement on attendait. En fait, non. Tu vois, cette équipe, elle est ressortie du vestiaire et tu sens que ils abdiquent pas et ils disent notre saison, elle se résumera pas à ces 40 premières minutes où on a raté des trucs et ils ont continué de tenter. Et franchement, panache parce que à la 42e, Miotti qui se fait ce jeu au pied par-dessus et qui génère l'essai de Picardo, c'est les actions d'une équipe en confiance et qui doit sentir qu'il y a tout un club, toute une ville, tout un staff qui est derrière elle. Et franchement, moi j'ai adoré. Là où tu vois, genre il y a 4-5 années en arrière, j'ai pas peur de dire que j'aimais pas Montpellier. Oui. Tu vois, j'aimais pas le projet. Mais là, t'avais envie de soutenir cette équipe. C'est ce que j'allais dire. Au début du match, j'étais quand même pour Toulouse. Montpellier, c'est pas du tout une équipe que j'aime particulièrement, même si j'avais pronostiqué victoire de Montpellier. Mais cette équipe, au long de la saison, elle m'a donné envie de l'aimer. Et sur cette finale, au final, j'étais plus pour Montpellier. Vu du déroulé du match, à la fin du match, que pour Toulouse. En fait, ils ont une force collective. Si tu ressors des individualités, il y a pas beaucoup, à part Vunipola, non, mais tu peux sortir quelques stars, mais vraiment quand tu regardes par exemple la ligne de 3 quarts titulaire qui démarre, tu vois que des mecs revanchards, quoi. Tu vois, Miotti qui arrive de projets peut-être plus petits, Donovan Taofifenua qui est un mec qui a connu des dernières saisons compliquées, Auguste Cadeau peut-être qui passait un petit peu sous les radars, des gars comme ça où tu te dis... ça marche au final. Ça marche parce qu'ils ont du caractère.
Dans le caractère. Et moi, j'avais envie de le souligner, tu vois. Ouais, complètement. Là où, au final, je pense que 99% des gens pronostiquaient Toulouse largement vainqueur et favori de cette finale. Montpellier a failli faire l'exploit, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est pas passé loin. Ouais, si proche, si loin presque, parce qu'ils finissent à 2 marques. Oui, mais bon, en finale, ces 2 marques, au vu du scénario, ils avaient les occasions, quoi. Qui veut enchaîner sur un autre top du match? Bon allez, moi j'y vais. Et bah mon deuxième top, moi c'est le réalisme toulousain. Bah pareil, on en est venu parce qu'on était un peu obligé d'en parler, mais à chaque fois qu'ils sont rentrés derrière 22, je pense qu'ils sont repartis avec des points. Il y a peut-être une fois où ils se font gratter un ballon par des cognés au centre du terrain dans les 22. Mais à chaque fois qu'ils ont le ballon, au final, ils ont marqué. Et si toi, tu vois, on parle du réalisme, si toi, t'as envie de... Est-ce que t'as un joueur toulousain que t'as envie de sortir un petit peu, que t'as envie de citer dans cette première mi-temps, tu vois, qui a été pleine de réalisme, si tu devais en citer un. Forcément, Movaka qui met un doublé, qui fait une grosse première mi-temps. Ça va faire du bien à l'équipe de France, parce que là, tu sens qu'on retrouve petit à petit le Movaka qui était... Ouais, et puis, choix fort quand même de mettre Marchand sur le banc. Choix moi, réussi, je pense que c'est un choix pour équilibrer les phases de mêlée fermée sur la longueur du match. Moi je suis team Movaka, mais non, mais moi je pense que c'est plus un choix pour bien contrer l'éventuelle force de Montpellier qui est leur mêlée fermée. On connaît le coaching maintenant sur l'importance des finisseurs aussi. Voilà, Marchand il est peut-être plus solide sur les mêlées fermées que Movaka, donc encadrer Movaka des piliers titulaires qui sont peut-être plus solides en mêlée, tu vois, c'est pas et puis aussi il y a la complicité entre Marchand et Aldeguerri sur les phases de mêlée fermée, c'est peut-être un truc sur lequel ils voulaient s'appuyer, tu vois, parce que c'est des mecs qui se connaissent bien. Moi je pense que c'est plus un choix raisonné comme ça, mais du coup le choix Movaka en première mi-temps les gagnants, et le gros réalisme toulousain vient aussi de ce mec qui est puis il est spécial, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y a un autre talonneur au monde? Si, on pourrait citer Chian, qui serait en capacité de talonneur centre, quoi, un peu. Comme un profil de centre. Caveau, moi je peux citer Caveau aussi. De quoi? C'est un talon, là? Talonneur centre. Ni centre, ni talonneur. Non, centre un petit peu. Mais non, mais Movaka, ce ballon joué avec Dupont sur la touche, on va dire rapide. Incroyable. Il va vite, hein. Faut le finir, quoi. Il va vite. Faut le finir, puis il a une gestuelle, je sais pas, il est... Après, il a été défendu par un Piquet, mais... On en revient. Un deuxième top, mon Caveau. Vas-y, toi, je garde le mien pour la fin. C'est la surprise. Vous l'avez pas vu hier. Alors, vous le savez pas, mais on s'est fait des petites notes. Et bon, il nous réserve une surprise. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Il a marqué D. Je sais pas. Vas-y, fais vite, Pierrot. Moi, mon deuxième top, c'est... je ne mettrai pas de top toulousain, mais vraiment parce que ceux qui ont généré beaucoup de jeux sur le match de samedi, c'est Montpellier. Mon deuxième top, c'est Auguste Cadot. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis très longtemps. J'en parle souvent. Parce que c'est un centre qui mérite d'être connu, je trouve. Et... Montpellier n'a pas eu forcément des bonnes formes de jeu au pied, l'ont pas trop utilisé, mais je trouve que lui il a été important un petit peu dans cette zone qui génère pas trop de points sur le terrain, cette zone un peu 40-40, cette zone un peu morte, pour générer de l'avancée à Montpellier sur les extérieurs. Des fois il avait pas que des bons ballons à jouer, mais il les a toujours bonifiés. Il était face à Choco Barès et Barassi, qui c'est potentiellement ce qui se fait de mieux en top 14, et le mec il a pas eu à rougir. En plus il a son compère du centre, Arthur Vincent, qui a eu des problèmes tôt, donc il a dû s'adapter. Il a démarré en 12, mais après il a défendu aussi un petit peu en 13, donc il jouait 12 en UTI, 13 en def, et il a signé une performance en finale de très très haut niveau. Franchement, moi j'ai adoré son match et je voulais le citer. Voilà. Ok. Il s'en bat les rouleaux. Moi, mon top, c'est aussi un joueur de Montpellier, mais c'est pas le même. C'est Thomas Darmon, qui pour moi rentre, donc il était remplaçant, il rentre à la 53e et vraiment il fait une rentrée fantastique. Il a gagné absolument tous ses duels aériens, il a avancé, il a permis à chaque fois à Montpellier de réinvestir le camp de Toulouse, et vraiment j'ai trouvé qu'il a fait une rentrée vraiment incroyable. Il rentre. Vous êtes pas d'accord? Il fait une manette. Ouais, non, après, ça commence à pleuvoir fin de match. On va s'accorder. Il fait une en plus. Non, mais surtout, en fait, il rentre dans le triangle arrière. C'était dur à lire s'il était arrière ou ailier. Il rentre à l'arrière.
c'est un centre quand même de base. Toutes ses feuilles de match cette année, il a quand même joué au centre. Je pense que c'était sur la blessure de Ngandébé. Je pense que c'était tu vois, la couverture à mon avis sur le triangle arrière prévu par Montpellier avant le match, c'était Arthur Vincent. S'il y avait un problème, il le décalait à l'aile. Ils ont pas pu faire ça, mais ils ont pas pu faire ça parce qu'ils se blessent tôt. Donc voilà, Thomas Darmon rentre dans un poste où il a peu joué un petit peu ces dernières années mais c'est vrai qu'en fait il était incisif. Il était incisif, il a gagné franchement il a vraiment gagné des mètres, il a remis Montpellier dans l'avancée. Et je l'avais jamais vu autant gazé moi presque. Si, c'est genre le moment où il récupère la chandelle sur ça fait partie Max, je crois, Ramos qui s'arrête parce que derrière il met un coup de rein. Mais ça fait partie de tous ces joueurs de Montpellier qui sont peut-être un peu moins connus que les gros stars de top 14, mais que lui ça fait beaucoup de saisons en top 14 qu'il est solide. Ça c'est un profil solide. Ça fait penser au Cambezou d'avant, tu vois, des mecs qui passent un peu sous les radars mais qui sont vraiment Dumerou aussi. Ah non, Dumerou. Moi j'avais un peu plus de mal avec ce joueur. Bon, apparemment il fait du bon boulot, mais en termes de. Après, il était associé à l'équipe de France qui perdait, donc moi il y a beaucoup de joueurs de cette équipe de France. Bah ouais, franchement. Toi, t'es un peu jeune, mais nous, on a vraiment grandi avec une équipe de France qui se faisait rouler dessus, donc c'était compliqué. Donc Thomas Darmon au deuxième top. Fallait le chercher. Fallait le chercher. Effectivement, c'est pas mal. Surprenant, Caveau, franchement. Surprenant. On passe au flop. On passe à nos flops. Tu sais quoi, Caveau ? Enchaîne. Et pour moi, le plus gros flop, ça a été le réalisme de Montpellier. On en a parlé, mais. Ouais, on va pas trop s'étaler dessus, mais c'est là où ils le perdent. Nombre d'entrées dans les 22 sans ressortir avec des points, c'était bon. C'est terrible. Terrible. Tu peux pas gagner une finale comme ça, mais. Ouais, complètement. J'enchaîne ou tu veux prendre Moi, il y a un truc dont on n'a pas encore abordé, alors qu'on arrive presque à 40 minutes d'émission, mais moi j'ai trouvé que cette finale, qui était une finale de très haut niveau, il y avait beaucoup de niveaux dans les jeux au sol, il y a eu des intentions, des bonnes défenses, des bons ajustements sur les phases de conquête, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des choix stratégiques durs à faire. J'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas du tout au niveau de la rencontre, c'était le corps arbitral. Je l'ai mis aussi, je l'avais mis dans mes deux. En fait, oui, il y a eu. Enfin, en fait, le rugby est un sport d'interprétation, donc il va y avoir des choses qui seront mal arbitrées. Ça arrive, tu vois. Et comme Montpellier a eu beaucoup plus le ballon et beaucoup plus le territoire, il y a plus de décisions, on va dire, mal jugées qui tombent sur Montpellier. Voilà, Toulouse aurait eu plus le ballon, peut-être que ça aurait été dans l'autre sens. Disons que normalement, le corps arbitral récompense l'équipe qui a la possession, qui avance, qui produit le jeu. Et là, on a le sentiment un peu que Montpellier n'a pas été toujours récompensé de ses efforts. Ce qui va... moi, je trouve que c'est là où Montpellier a eu beaucoup de caractère, c'est qu'à un moment donné, ils auraient pu se frustrer. Parce qu'il y a vraiment des faits de match, notamment en début de match, quand Toulouse mettait énormément d'activité dans les collisions et dans le jeu au sol. Il y a Meafou qui fait une entrée latérale à la 4e minute, qui peut être sanctionné. Tôt dans le match, ça peut t'amener... Juste après, il y a l'essai de Movaka d'ailleurs. Action suivante. Ouais, action suivante, il y a l'essai de Movaka. Et sur cette même action, si on continue le film de l'action, il y a aussi un plaquage à 2 Meafou Rodrignetti, où Rodrignetti arrive sans en serrer du tout. Ça crée une énorme collision sur Wellezé. Là, c'est une situation, si ça se trouve, tu le fais en saison. Si c'est vu par quelqu'un d'autre, c'est carton jaune, quoi. Oui, c'est pénalité carton jaune. Et là, ça génère même pas une pénalité. C'est plein de petites choses comme ça où moi, je les ai trouvées, au-delà des choix, ces interprétations. Des fois, ils tombent à côté. Moi, je les ai trouvées fébriles. Tu vois, moi, je les ai trouvées pas sur deux. Même dans l'appel aux arbitrages vidéo, tout ça, je trouvais qu'ils étaient un peu attentistes et qu'ils étaient vraiment pas au niveau de la rencontre. Même dans la prévention dans le jeu au sol, je les trouvais assez muets. Je trouve que la performance de M. Ramos a été plutôt moyenne, quoi. Donc il y a des actions qui auraient mérité de prendre un peu plus de temps d'analyse. Oui, c'est... Et ils l'ont pas forcément pris. Oui, c'est pas grave. Même, tu vois, le Maul porté à fin de première mi-temps, là. Oui, ce Maul porté fin de première mi-temps, qui se désaxe, et où il y a... Et Flamand qui tombe, voilà. Oui. Parce que là... mérité d'être revu. En fait, on arrive à cette mi-temps dans un moment de flottement, où tous les joueurs de Montpellier sont dans l'incompréhension, et puis ça... Allez, Dupont, il ramasse le ballon après tout ce bordel, et il l'envoie en touche. Allez hop, c'est la mi-temps, alors que... T'es en finale de top 14. Oui, prends tu vois, pourquoi prends le temps,
tu vois, prend le temps, revoit les choses. Mais même ce carton jaune sur Lebel, c'est une décision, je trouve, qui a été prise sans trop... Aujourd'hui, c'est l'arbitrage si on décide s'il y a des cartons, des essais de pénalité, c'est très protocolaire. C'est aucun joueur dans la zone n'est capable de récupérer le ballon, donc essai de pénalité. Enfin, tout ça. Et là, c'était... Enfin, je crois qu'il y avait du flottement. Manque de compréhension. Et... Un peu rapide. Ouais, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Il y a aussi, en fait de match non sifflé, il y a aussi à la 60... Ouais, puis à la 74e, Montpellier a une touche pour potentiellement revenir dans ce match. Et Kroos accroche Leninouchi en l'air, mais c'est assez... il finit au niveau de Banks derrière. Mais c'est une faute flagrante. Et à ce niveau-là, c'est pas vu, quoi. C'est pas vu, c'est pas revu, c'est même pas signalé. Donc M. Ramos, il est pas tout seul, il avait aussi ses arbitres de touche. Mais... Et est-ce que Montpellier n'a pas été arbitré un peu comme une petite équipe de phase finale aussi, parce que moi j'ai l'impression que Willis c'est pareil, dans les rucks il avait un peu tous les droits. Franchement, au moment il gratte un ballon sur une pénalité à aller jouer à la main par Montpellier, là, je vois pas comment il ne peut pas avoir ruck, mais moi j'ai un peu cette impression là en tout cas. Moi j'ai l'impression que l'arbitre a été dur avec Montpellier et un peu plus léger avec Toulouse, quoi, un peu plus laxiste. On a vraiment cette impression parce que Montpellier a généré beaucoup de jeux. À partir de la 25e, ils ont quasiment généré tout le jeu du match. Donc c'était parfois frustrant de se dire cette équipe, elle n'arrive pas à avoir ce coup de sifflet qui lui permette de rebasculer dans une situation dans une situation de gagner le match. Parce que même s'ils ont fait une grosse partie, ils n'ont jamais été dans une situation. Puis ils n'ont jamais été dans une situation de gagner le match. Ils finissent à 28-20. Ils finissent à 2 marques. C'est vrai. Mais parce que c'est vrai que cet aspect de récompenser tout le temps le problème technique. Cet aspect de récompenser tout le temps la défense, il l'a aussi fait pour Montpellier quand même, avec pas mal de grattages qui ont été récompensés, qui je pense avec d'autres arbitres pas forcément... Non mais je veux dire, il a été quand même assez équitable. Non mais dans le jeu au sol il a été cohérent, mais il y a eu des gros faits de match pas arbitrés. C'est même pas revu, tu vois. C'est comme ça. Comme ça. Je pense qu'avec l'orage qui arrivait, ils ont voulu finir le match. C'est pour ça qu'ils sont passés un peu au travers de la vidéo. Puis en plus, cette coupure pour un orage, ça c'est... elle fait du bien à Montpellier, cette coupure, finalement. Elle remet un peu de fraîcheur, elle bascule dans le positif, peut-être dans le discours. On enchaîne avec toi, mon Max. Allez, moi je vais parler d'un joueur qui est malheureusement passé à côté de cette finale alors qu'il revenait bien. Paraît-il qu'ils l'ont laissé sur Paris. Ah, carrément. Punition. Punition. Donc c'est Donovan Taofifenua, qui a eu un match compliqué, qui se fait sortir 2 fois en touche. Alors il y a une deuxième fois, c'est pareil, c'est un peu limite savoir si le plaquage est terminé avant ou pas, mais oui, bien sûr. Qui fait 3 en avant, je dirais comme ça, dont un grossier sur un jeu au pied long sans pression. Celui-là il fait mal. Celui-là il fait mal. Parce qu'on était vraiment dans un... C'est la fin du carton jaune de Lebel. T'en fais de Toulousain. Tu perds 50 mètres gratuitement. Puis après il y a une mêlée, pénalité récupérée sur mêlée par Toulouse, et puis 3 points. Je crois que ça fait ça. Quasiment sûr. Mais puis en plus, ça sort Montpellier, c'est en avant. Du gros momentum positif qu'ils avaient. Ils étaient dans l'ultra-domination, et là c'est un jeu au pied trop long, sans pression, et puis pas dangereux. En avant. Bon, après ça pleuvait, mais non, mais il a été un peu emprunté, et même cette première défense sur l'essai de Movaca, c'est... Ouais. Ça se fait un peu enrhumer trop facilement. Dupont est encore loin. Il est encore loin. Il peut peut-être être repris par les joueurs un peu en poursuite. Et par contre, en fait, c'est... Tu vois, dans une situation de 2 contre 1, si tu défends sur aucun des deux, tu vois, à ce niveau, ils font plus le choix de défendre sur aucun des deux. Parce que même en passant un peu, pas sûr qu'il touche Dupont, tu vois. Donc il prend la décision de prendre aucun des deux. Je pense qu'il a pas eu envie de prendre Movaca. Mais tu vois, c'est aussi, moi je le prends pas non plus. Dans les choix de 2-1, si le gars il sent qu'il peut avoir aucun des deux, il choisit de prendre le porteur. Il ferme sur le porteur. Tu t'espères qu'il y a un mec qui revienne, qui a bien sûr mauvais espace. Un peu de flottement. Est-ce qu'il était prêt à défendre? Il s'y attendait peut-être pas aussi. Mais bon, en fait, ça coûte un essai. Puis vraiment, ça lance mal Montpellier dans ce match. Alors que avant cet essai, Montpellier était dans l'intensité et tout. Et on se disait, ok, on part dans un bras de fer. Mais ça a tout de suite coupé l'herbe sous le pied de Montpellier, quoi.
Est-ce qu'on a d'autres flops qu'on voulait souligner? Moi, j'avais quand même envie de parler de Ali Price, parce que j'ai pas compris un petit peu ce qu'a fait Montpellier avec la gestion de ce joueur. Déjà, même s'ils ont eu le territoire, je l'ai trouvé très faible dans ses sorties de camp, très peu de longueur, très faible aussi sur ses jeux au pied haut donné. Enfin, je trouvais qu'il était pas dans le coup, et je comprends pas, bon après ça leur donne raison, hein, mais je comprends pas pourquoi il a pas été coaché plus tôt pour Léo Colli. Parce que du coup ils sortent Miotti de ce match qui lui était plutôt inspiré, et dans une équipe qui manque de réalisme, parfois la charnière a son rôle à jouer, et je sais pas. Puis même dans une équipe qui avait quand même la possession, il a jamais vraiment pesé offensivement. T'as beaucoup parlé du pied, mais même à la main. Après c'est pas trop son profil de joueur de peser. Il est capable quand même. Oui, mais il a surtout été peu inspiré dans ses choix. Il était hésitant et il savait pas trop à droite, à gauche, un peu flottant et en sortie de rock. Dans la conduite du jeu, il a dû être gêné par l'activité au sol de Toulouse, mais du coup, il a pas su tirer son épingle du jeu. On n'a pas vu un international écossais à la mêlée. Et vraiment, en fait, il y avait Léo Colli sur le banc. Alors oui, certes, les dernières prestations de Colli, il a pu jouer en 10, mais c'est quand même un très gros neuf de top 14 aussi, Léo Colli. C'est dommage de pas le coacher plus tôt, je trouve. Et de coacher Domingo Miotti. Je pense qu'il voulait vraiment le faire rentrer en 10 Colli, et au final, j'ai envie de dire, ils ont eu raison, parce qu'il fait une belle rentrée, il débloque des situations. Moi, je trouve qu'il fait une rentrée moyenne. Hein. Oui. Aller en avant dans les 22. C'est sûr. Oui, il fait des erreurs, mais au final, il débloque des situations là où c'est pas vraiment son profil. Enfin, il se fait un petit essai tout seul. Ouais, mais tu vois, est-ce que Montpellier aurait pas été meilleur à finir avec une charnière Colli-Miotti? Tu vois, là, il marque son essai. C'est bien, il marque son essai, mais au final, il y a eu d'autres ballons en zone de marque, notamment sur des pénalités vite jouées à la main. Il y a eu cette animation où ils reviennent dans le fermé sur Colli, où ils créent un en avant. Oui, certes, il marque un essai, mais dans le film du match, est-ce qu'ils auraient pas fini plus fort en enlevant le gars de la charnière qui faisait peut-être le moins bon match des deux? Vraiment, j'ai pas trop compris. Mais tu sais, je t'en avais parlé, on regardait le match, je t'en avais parlé juste après la mi-temps. Je dis, faut faire rentrer Colli, là, c'est dur. Pour Ali Price, c'est dur. Il tient pas le. Il était pas au niveau de ce match. Il était pas au niveau de ce match. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous voulez relever un petit peu, d'autres moins négatifs, d'autres joueurs peut-être à citer? Parce que on n'a pas trop parlé d'autres joueurs, mais moi, par exemple, j'ai bien aimé, on se le fait comme ça à la volée sans trop s'étaler. À Toulouse, j'ai bien aimé le match de Roumat. Je l'ai trouvé important dans les tâches un peu de l'ombre, dans les contres défensifs, j'ai trouvé intéressant, mais c'est un joueur. J'ai juste envoyé Willis au suicide à un moment, mais. Ouais, mais moi je l'ai trouvé intéressant, même s'il se fait intercepter un ballon en fin de match, voilà quoi, mais je l'ai trouvé intéressant dans l'activité, et puis important pour le système défensif sur les touches toulousaines. Moi je l'ai trouvé bon. Moi, Merkler fait un grand match. Il fait des plongeons pour défendre, il met tout son poids vers l'avant. Putain, mais. Faut pas qu'il y ait un crochet par contre. Il balance son être, il balance son gros corps là. Mais à un moment, il arrive en deuxième lame vers Kinghorn, je crois. Je me suis dit, oula. Ouais. Mais c'est bien parce qu'aussi des joueurs Toulouse, parce qu'il y en a quand même qui ont fait vraiment des belles performances. Toi, est-ce que tu as envie de relever un petit peu des joueurs comme ça? Verhaeghe de Montpellier. Alors, il a fait un peu des erreurs, c'était peut-être pas forcément son meilleur match, mais défensivement, il y a eu un petit accrochage avec Meafou en début de match. J'ai l'impression que ça l'a énervé. Il a du caractère, il a du caractère ce mec. Il était revanchard. Dès que Meafou a le ballon, il lui plongeait dans les genoux. Ouais, mais tu vois, encore une fois, il a perdu à ce jeu-là, parce qu'il se prend pénalité, il se prend 10 mètres. Oui, c'est sûr, mais encore une fois, là c'est dur, parce que c'est Meafou qui provoque. Ah bah oui, le coup d'avant, l'action d'avant. Après, il le pousse au visage, hein, bon, voilà. Mais... Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du manque d'expérience quand même de Montpellier aussi. Il y a eu la Challenge Cup pour. Ça a joué. Ouais, non, mais ça a joué. Bien sûr, ça a joué. Là, dans les moments chauds, ils ont pris des décisions sur les choix stratégiques qui étaient signe d'une équipe qui savait pas comment aller gagner. Tu vois, ils avaient les armes, mais ils savaient pas comment aller gagner, quoi. Ouais, c'est sûr. Je pense qu'on peut se diriger doucement vers la conclusion de cette émission. Donc pour conclure cet épisode, on pense un petit peu à la suite. La suite à court terme pour ces deux équipes, sans parler réellement
des joueurs en fin de contrat, des recrues éventuelles qui arrivent, parce qu'on aura à cœur de vous faire des formats focus un petit peu sur des équipes du top 14 pour vraiment détailler leurs projets, leur intersaison, mais là c'est pas l'objet du jour. Si on devrait déceler un petit peu où vont un petit peu ces deux projets, qu'est-ce qu'on voit pour ces deux équipes pour la suite? J'ai l'impression que Cavo, t'es dans les starting blocks. Est-ce que je te lance Ouais, non, moi je pense que j'ai le sentiment que, bon, ça fait quelques années que Toulouse est au sommet, etc. J'ai le sentiment que l'année prochaine, ça va peut-être être une bascule où d'autres équipes pourront être prétendantes à la première place, et notamment Montpellier. Ouais. Ah, notamment Montpellier? Ouais, je pense que Montpellier a une carte à jouer. T'es pas du tout sur le raisonnement court-termiste là. Ouais, mais dans l'évolution, en final, dans la construction il y a 2 ans, ils étaient à 2 doigts de descendre en Pro D2. Là, ils sont à 2 doigts de gagner top 14 en 1 an. Ils ont eu une telle progression cette année que je vois pas comment ils peuvent. Justement, est-ce que c'est pas un épiphénomène, tu vois, parce que... Moi, non, je pense pas. Donc l'année prochaine, tu vois peut-être un Toulouse un peu moins dominant en top 14. Moins dominant parce que plus grosse concurrence des autres clubs. Alors, Montpellier, mais il y en a d'autres aussi. Mais pour moi, là, cette année, ça a été une des années les plus relevées en termes de niveau et de concurrence, d'homogénéité du championnat. Et pour moi, ça va encore augmenter l'année prochaine. J'ai le sentiment. En fait, ce qui te donne raison, c'est cette année 2026. C'est pas le début de saison, mais c'est comment elle se finit un peu. Disons que c'était. J'ai l'impression que le projet des clubs cette année s'est vraiment construit. Ouais, mais on en avait parlé. Je sais plus dans quelle vidéo on avait parlé de ça. Mais... Et j'ai l'impression que beaucoup de clubs sont stables dans leur projet et vont être dans la continuité l'année prochaine. Là où les années suivantes, il y avait beaucoup de changements dans les staffs. On en avait parlé dans un épisode, je me rappelle plus lequel, mais on avait parlé qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de clubs du top 14 qui trouvent leur identité. La direction d'où ils voulaient aller, la section paloise est complètement là-dedans, Bordeaux est complètement là-dedans. Montpellier aussi, ouais. Ouais, Montpellier, cette année, ils ont mis vraiment les premières briques du truc où ils voulaient aller. Et je te rejoins là-dessus, même si je pense que il faudra qu'on voie un petit peu en détail les intersaisons des clubs, mais là où Toulouse, tu vois, ils ont vraiment un socle. Toulouse, c'est l'arbre au milieu de la forêt, c'est-à-dire que ils sont vraiment implantés partout sur les secteurs jeunes, sur comment ils forment. Les meilleurs joueurs, clairement. Les meilleurs joueurs, mais aussi les meilleures formations. Ils ont encore lancé plein de jeunes cette année qui vont avoir des rôles de plus en plus grandissants au sein de leur club. Ils sont le plus attractifs. Ils font venir des stars l'année prochaine, notamment avec Tommaso Menoncello. Je pense qu'ils vont être encore un petit peu au-dessus de la mêlée, moi, l'année prochaine. Mais par contre, il va y avoir un peu plus d'aspect concurrentiel au sein même de leur club, parce que j'ai l'impression que vraiment leur leader identifié, il y en a certains qui arrivent peut-être un petit peu au bout de leur projet. Un peu remis en question aussi. Il y a eu quand même des choix forts faits. Même si là il fait vraiment, tu vois, des grosses phases finales. Par exemple, je prends un exemple parce que c'est celui qui me vient en tête. Peut-être que François Cros, tu vois, c'est un peu l'avènement où on va faire une bascule entre François Cros, peut-être l'avènement d'un Léo Bano, des choses comme ça. À mon avis, on va rentrer dans un rouage où petit à petit, ils vont préparer un petit peu la suite de cette génération, qui est allé chercher, pour certains, leur 6e titre. Mais est-ce que ce sera dès l'année prochaine? Parce que non, pour moi, l'année prochaine, ils seront encore dominants. Mais on va commencer à avoir un petit peu une rotation là-dessus. Ouais, mais on l'a bien vu cette année, au final, les matchs des doublons... ils ont eu plus de mal que d'autres années, justement. Ouais, mais ça a quand même gagné. Hein. Oui, bien sûr, ça gagne. Moi, je vois quand même toujours... Toulouse en haut, mais je pense que Montpellier finira. Mais ça, on n'en doutait pas de toi, Max. Encore une fois, le seul mec qui a eu raison sur son prono, c'est moi. Oui, mais toi, t'es pas dans le panache. T'es pas dans le panache. Non, mais tu vois, par contre, Montpellier, moi, j'y mettrais un peu plus de réserve. Je pense que la redescente peut être un peu dure pour eux, parce que ils sortent de cette finale, pour moi, frustrés. Tu vois, genre, ils sortent de cette finale où ils disent putain, on avait les cartes, mais on n'y est pas été. Il faudra voir comment ils redémarrent la saison prochaine, mais est-ce que dès la saison prochaine ils seraient prêts à faire mieux que cette année? Je suis pas sûr. Moi je les vois frustrés, mais surtout
quand même avec des certitudes, plus de certitudes que beaucoup d'équipes. Ouais. Mais après, il y a d'autres projets qui bossent bien, tu vois. Est-ce que l'année prochaine, si on prend le projet de Pau, le projet de Bordeaux, qui a eu beaucoup de PT cette saison, qui a eu du mal en top 14 parce qu'ils ont démarré la saison avec un effectif famélique. Vraiment, tu sais, quand tu dis la concurrence s'accroît, est-ce que Montpellier, vraiment, ils ont toutes les armes en magasin pour se dire je finis premier du top 14 l'année prochaine? Pour moi, vu l'évolution qu'ils ont eue cette année, partant de l'année dernière, tes joueurs de Montpellier, tu te dis, bon, on a tout réussi cette année. Oui, mais est-ce que ça va pas leur manquer un peu de profondeur d'effectif, tu vois, pour gérer vraiment... Parce que là, tu vois, Montpellier reviennent fort sur l'année 2026, ils font un dernier run qui a dû être très coûtant en termes d'énergie, mais est-ce qu'ils sont capables, dès l'ouverture du championnat, à se dire, cette année, on est leader du championnat? Moi, j'y crois parce qu'ils vont arriver en pleine confiance en début de championnat, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, j'y crois parce que, à l'image de leur finale, ils ont jamais rien lâché, ils sont revanchards. Enfin, moi, je les vois plutôt revanchards presque que. Ouais, tu vois, mais l'état de fraîcheur d'un effectif, tu vois, il y a quand même quelques postes où, par rapport à des grosses cylindrées de top 14, que sont notamment Toulouse et Bordeaux, pour ne citer que, ils sont plus courts en rota. Tu vois. Notamment sur le poste d'ailier, ils sont plus courts en rotation. Bon, même si Maël Moustin a été blessé. À la charnière, il manque peut-être un petit peu de profondeur. Là où ils étaient très très forts, c'est devant, notamment sur la première ligne. Mais bon, Wilfried Douk-Patin, par exemple, pilier droit remplaçant, une année de plus. Non, bien sûr. Moi, tu vois, Wélésé, une année de plus. Enfin, c'est... Je sais pas. Moi, j'y crois quand même. Et d'autant plus que le travail fait par le staff, je pense qu'il... Moi, j'y crois un peu moins. Je pense quand même qu'ils vont faire une année de confirmation à être dans les 6. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, en top 14, quand tu fais une grosse saison, t'es dans les 6. Oui, tu vois, une année de confirmation, c'est arrivé à être dans les 6, tu vois. Je pense qu'ils vont être dans les 6. Je les vois pas truster les 2 premières places l'année prochaine. Ok. Bah, on verra tout ça. Ouais. Ah non, mais on verra tout ça, mais moi, c'est un peu mon... Je trouve qu'il y a des projets qui sont plus avancés et plus solides dans leur structure... leur structure souche un petit peu, tu vois. Mais ça, la réponse, elle se fera en décembre. On aura déjà des billes sur si on a raison ou si on a tort, quoi. Dans nos impressions. C'est comme cette année, parce que cette année, en décembre... cette année, il y a quand même eu beaucoup de changements. Ouais, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. Notamment Montpellier qui revient fort sur l'année 2026, tu vois. Mais ils ont enchaîné énormément de matchs. Si ça se trouve, avec des joueurs blessés sur des postes clés, est-ce qu'ils auraient eu, en gros, le réservoir pour pallier à des grosses absences? Tu vois, Tom Banks, c'est le joueur le plus utilisé du top 14 cette année, il se pète, tu mets qui? Ouais, si, il y a Surtog. Et Thomas Darmon, du coup, qui fait une super rentrée à l'arrière. Tu vois, Stuart Hogg, c'est pareil, l'année prochaine, il y a quel âge? Vraiment, moi, j'ai mis un peu plus de doute, mais par contre, ce qui est cool, c'est que c'est ce qu'ils ont mis en place au niveau du staff. Tu sens que c'est un staff qui respire Montpellier et qui a retrouvé un petit peu les valeurs qui étaient les valeurs de ce club, notamment dans les années où il y avait un peu les 4 fantastiques, Ouedraogo, Picamol, Trinduc et Thomas. Là, Montpellier donnait envie parce que ça faisait jouer français, jeunes et un gros collectif. Peut-être qu'on retend un peu vers ça, donc c'est cool de revoir Montpellier dans cette forme-là au sommet du top 14, mais ouais, c'est sûr. Je pense que moi, ils peuvent pas rivaliser avec Toulouse encore. Est-ce que vous voulez rajouter un petit truc pour clôturer cet épisode? Non, je pense que non. Juste rappeler que j'ai eu le bon pari, mais... Ouais, le jour où Cavo répondra oui à cette question, je me demande bien ce que tu vas sortir. Ça a été encore un plaisir de vous faire cette émission. Pensez à vous abonner, à commenter. C'est pas grand-chose. C'est gratuit, mais pour nous, ça nous aide beaucoup et surtout, ça nous donne un petit peu de force pour continuer à vous produire du contenu. N'hésitez pas à nous retrouver sur YouTube, sur Spotify et sur Deezer, mais aussi suivez-nous sur nos réseaux sur Instagram. On se voit vite pour un nouvel épisode. Ciao l'équipe. Ciao.